Y aura-t-il une crise financière à Noël? C'est vrai que dans notre univers mondialisé et financiarisé, les risques de crise sont omniprésents et qu'il y a toujours une raison de s'alarmer. On ne sait jamais quand le fragile équilibre va se rompre. De fait, ces dernières semaines, deux faits majeurs créent un sentiment de panique. La faillite de FTX, deuxième plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies, certains parlent de crypto-actifs, mais aussi la politique de plus en plus restrictive des banques centrales, notamment de la Fed, la Banque centrale des États-Unis. Pourquoi faut-il redouter des réactions en cascade dans le petit univers des cryptos alors que le Bitcoin tombe à son niveau le plus bas depuis 2 ans? Pourquoi la baisse des taux d'intérêt américains fait paniquer le monde de la finance bien au-delà des États-Unis? Pour en parler, j'ai contacté Paul Jorion. Paul Jorion est anthropologue, professeur associé à l'Université catholique de Lille. C'est surtout un ancien trader devenu célèbre pour avoir prédit avec 3 années d'avance la crise des subprimes de 2008. Bonjour Paul. Bonjour Théophile. Alors j'aimerais qu'on commence à parler de la faillite de FTX, la deuxième plateforme d'échange de cryptoactifs au monde. Regardons d'abord un magnéto de contexte. C'est une faillite qui fait trembler le monde des crypto-monnaies et dont les répercussions ne sont sans doute pas encore toutes connues, celle de la plateforme FTX. FTX, c'était une plateforme qui permettait d'acheter ou de revendre des crypto-monnaies comme le Bitcoin, par exemple. Elle était réputée comme l'une des plus sûres. Depuis sa création, il y a 3 ans seulement, elle avait tellement grandi que le stade de basketball des Miami Heat, qu'on voit ici, avait été baptisé FTX Stadium, on le voit ici. Depuis, il a été débaptisé puisque cette plateforme s'est effondrée en quelques jours seulement. Vendredi, elle s'est déclarée en faillite et son PDG, Sam Bankman-Fried, a démissionné. Alors, il faudra bien sûr attendre les résultats de l'enquête de la SEC, vous savez, le gendarme de la bourse américaine qui enquête sur ce cas. Mais on soupçonne Sam Bankman-Fried, qui, fils de professeur à Stanford, qui a étudié les mathématiques et la physique au MIT, adorait la bourse. C'était d'ailleurs son premier job. Et on le soupçonne en fait d'avoir, en utilisant une société parallèle qu'il avait créée, Alameda Research, d'avoir pris de l'argent de l'entreprise FTX dont on parlait pour jouer en bourse, pour boursicoter. C'est totalement interdit. La comparaison avec Lehman Brothers, c'est parce qu'il y a un effet de contagion qu'on peut supposer arriver bientôt. Parce que si des entreprises étaient impliquées dans FTX, elles vont faire faillite elles aussi. Donc il peut y avoir un effet domino. Alors Paul, c'est quoi FTX? Quel rôle cette entreprise joue-t-elle dans l'écosystème global des crypto-monnaies? C'est une bourse avec une particularité qu'elle demande aux intervenants de provisionner leur compte. C'est-à-dire pas simplement, on ne vient pas dire comme sur une bourse, je voudrais acheter, je ne sais pas, 500 actions de la compagnie Total et on trouve en face quelqu'un qui est prêt à les vendre. Là, ils gèrent des comptes. C'est-à-dire que pour faciliter les opérations, ils demandent aux gens de provisionner leur compte et à partir de ça, ils peuvent faire des opérations. La difficulté, c'est que quand une bourse de ce type-là fait faillite, eh bien, tout l'argent qui est sur les comptes disparaît en fumée. En gros, j'ai envie d'acheter soit du Bitcoin, soit une autre crypto-monnaie. Je viens mettre des dollars ou des euros sur mon compte et sur la base de ces dollars et de ces euros, je boursicote, enfin je joue un peu, j'achète une crypto X ou bien une crypto Y, c'est ça? Voilà, exactement. Mais à la différence d'une vraie monnaie, parce que le mot crypto-monnaie suggère qu'il y a un rapport avec une monnaie, non, ce sont des jetons. Ce sont des jetons comme au casino, comme de l'argent du Monopoly. Ou alors, comme autrefois, dans la tulipomania aux Pays-Bas, ce sont des bulbes de tulipes qui arrivaient à des prix absolument faramineux. Ici, il n'y a même pas il y a même pas des bulbes de tulipes, il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a même pas comme les subprimes des maisons qu'on pourrait éventuellement revendre. Non, c'est rien. C'est juste la confiance des gens que ils sont d'accord d'acheter, de vendre du vent à tel ou tel prix. Donc, en gros, il y a des personnes qui ont acheté avec de l'argent réel des biens immatériels et l'argent réel a disparu. Donc, ils ne peuvent pas transformer leur Bitcoin ou leur Ethereum en argent. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus, ils sont bloqués.
Oui, enfin bon, l'argent n'a pas disparu, hein. Il y a des gens qui l'ont perdu effectivement, comme Monsieur Sam Bankman-Fried, voilà le patron de FTX. On peut voir le très beau penthouse qui s'était acheté. On peut voir qu'il s'était prêté à lui-même 1 milliard de dollars, des choses de cet ordre-là. Oui, ça a disparu, mais pas nécessairement pour tout le monde. Dans ce petit monde des cryptos, beaucoup affirment que la faillite de FTX n'est pas intrinsèquement liée à la nature de leur activité, mais relève tout simplement d'un cas de fraude. On évoque, tu l'as déjà dit, la frénésie d'achat immobilier personnel de son patron, notamment aux Bahamas, où son entreprise est installée, elle est basée. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision des choses ? Essentiellement, tout ce secteur des crypto-monnaies, des jetons commercialisables, tout ça s'apparente davantage à ce qu'on appelait une pyramide ou de la cavalerie, et que les Américains appellent des Ponzi schemes, du nom d'un fameux auteur de pyramide au début du XXe siècle. Le principe est extrêmement simple. On dit à des gens, je lance une opération qui va rapporter d'argent d'une manière tout à fait considérable. Donnez-moi votre argent et je vous rends dans 3 mois avec un bénéfice de 25%. Les gens trouvent ça formidable, ils viennent, il y a un certain nombre de gens qui viennent, et aux premiers qui se sont inscrits, on va donner l'argent, la cotisation, les investissements de ceux qui arrivent. Bon, alors, c'est pas très compliqué. Le jour où la somme des investissements supplémentaires est plus faible que l'argent qu'on a promis de verser la semaine suivante, eh bien, tout le truc explose. La pyramide s'écroule, la cavalerie rentre dans le mur. Et en fait, les cryptos, c'est rien d'autre que ça, c'est de la cavalerie. C'est même pas comme des produits dérivés où on pourrait dire qu'il y a encore un sous-jacent quelque part, quelque chose qu'on pourrait vendre à la limite. Là, il n'y a absolument rien qu'on puisse vendre. Mais on peut te rétorquer que les banques, finalement, c'est pareil, dans la mesure où la plupart des monnaies ne reposent plus sur grand-chose et que les banques font de la création monétaire un peu ex nihilo. C'est complètement faux. Les banques, moi j'ai travaillé 12 ans dans la salle des machines des banques. Les banques ne créent pas de la monnaie ex nihilo. C'est un mythe, c'est une légende, c'est du n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'était vrai, une banque en difficulté créerait de l'argent supplémentaire. Si elle devait 3 milliards, elle créerait 4 milliards à partir d'ex nihilo et elle serait sortie d'affaires. Or, ça n'existe pas. Le vrai argent, les dollars, l'euro, le yen, le yuan, tout ça, c'est adossé à des économies nationales. Il y a quelque chose derrière. On dira oui, mais c'est plus de l'or qu'on peut échanger. Ça n'a aucune importance. Ce qui soutient le dollar, c'est que quand l'État américain emprunte, il sait rembourser. Il est capable de le faire. Il est capable de payer les intérêts. C'est ça qui garantit un système. Quand M. Bankman-Fried dit je vais vous rembourser ça, il n'a pas un État derrière lui. Il n'a pas une richesse nationale. Il est installé sur le toit d'une maison aux Bahamas. Il n'a absolument rien qui puisse véritablement revendre. Il devait, 9 milliards de dollars, il avait 750 millions de dollars en réserve. C'est ça la réalité. Et c'était des dollars. C'est les dollars qui garantissent leur machin. Est-ce qu'au-delà des soubresauts de ce petit monde des cryptos, est-ce qu'il peut y avoir des effets sur l'économie réelle au point d'entraîner des réactions en chaîne? Bref, est-ce que FTX peut être le nouveau Lehman Brothers, point de départ de la crise des subprimes en 2008? Parfaitement, tout à fait, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens normaux, comme des fonds de retraite, des choses comme ça, qui sont allés mettre de l'argent là-dedans. Des hedge funds sur lesquels pas mal dont les revenus, dont les bénéfices, ce sont des choses sur lesquelles d'autres personnes comptent. Or, on compte que dans ce petit monde-là, il y a l'exposition des firmes à ce que a fait FTX, elle représente un quart de ce secteur. Alors, tout cet argent que FTX doit, on ne le retrouvera pas. Ces gens sont déjà, les autres acteurs sont déjà fort exposés. Le moindre pépin de leur côté va produire effectivement une réaction en chaîne, un effet de domino. Bon, il n'y a pas énormément de gens, je dirais, de l'économie réelle qui soient véritablement là-dedans, mais il y a quand même des fonds de retraite. Il y a un fameux fonds de retraite
de l'Ontario. Bon, l'Ontario, c'est une province au Canada, c'est pas toute l'économie mondiale. Mais de la même chose dans le cas des subprimes, des prêts pourris sur des maisons à des gens qui peuvent pas rembourser le prêt. C'était pas toute l'économie mondiale, mais il y a des lignes de fracture, il y a des lignes de fragilité, et en particulier, comme tu le sais, on n'a rien réparé après 2008. On a mis des rustines, on a mis du papier collant, le système n'a pas changé. Le système est toujours aussi spéculatif avant, et on a ajouté un élément de spéculation supplémentaire, faire d'une pyramide, faire d'une cavalerie un élément dans l'économie. En France, je viens de regarder, c'est en mai 2022, c'est il y a quelques mois qu'on a reconnu aux entreprises qui font comme ça, que brasser du vent, d'avoir une protection légale. Qui est-ce qui a décidé de ça? Qui est-ce qui a décidé de nous exposer en plus à une pyramide, à une cavalerie à l'échelle mondiale? Alors justement, le principal concurrent de FTX, Binance, avait annoncé son intention de racheter FTX avant de changer d'avis. Alors Binance, c'est le leader de ce sous-secteur de la crypto, hein, et son patron, qu'on surnomme CZ, semble avoir l'oreille d'Emmanuel Macron. En tout cas, il était au sommet Choose France de cet été. Donc c'est peut-être pour ça que, disons que la législation française s'est adaptée à cet univers des cryptos. Sauf que le gars en question, le patron, c'est quelqu'un qui s'opposait justement à Bankman-Fried, parce que Bankman-Fried demandait à ce qu'il y ait une protection supplémentaire, à ce qu'il y ait une régularisation, à ce qu'on ajoute des règlements sur ce domaine. Et l'autre n'a pas aimé. Alors il n'a pas aimé qu'il y ait une réglementation supplémentaire. Alors on lui déroule le tapis rouge, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est complètement idiot. L'autre, au moins, celui qui vient de sauter, au moins, lui, il allait vers une sorte de protection des consommateurs, des gens qui investissent dans du vent comme ça. Mais quand on regarde les statistiques, et ça, il y a un article qui est très intéressant, qui est-ce qui investit dans les crypto-monnaies? Ce sont des chiffres aux États-Unis. Essentiellement des gens qui ne sont pas à l'école, essentiellement des gens qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que ce sont les mêmes que les subprimes. Ce sont des gens sans éducation sur le plan financier. On leur a dit c'est formidable, vous allez rater le train, c'est des trucs formidables. Je ne dis pas qu'il y a pas des grosses firmes qui sont aussi là-dedans, mais une fois de plus, c'est les gogos qui ne sont pas allés à l'école qu'on a perné avec ces trucs-là. Oh, il fallait les interdire dès le départ. Ça a été utilisé essentiellement pour du trafic d'armes, pour de la corruption, pour du trafic de drogue, etc. Il n'y avait aucun besoin pour l'économie qu'on laisse passer un truc machin comme ça. En tout cas, il y a un peu plus d'un mois, le ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, annonçait qu'il voulait faire de la France, et je le cite, le camp de base en Europe des cryptos et de la finance décentralisée. On peut dire que c'est un mauvais timing. Il y a encore pire en manière de timing. C'était dans le Financial Times. Ils font parfois avec les grandes vedettes de la finance, on les invite à déjeuner, on explique ce qu'on a mangé déjeuner, une longue interview sur le Financial Times de M. Sam Bankman-Fried, patron de FTX. Le jour même, tout le machin s'effondre. Ça n'a pas duré longtemps, mais on avait simultanément l'interview du plus grand financier qu'on ait jamais pu inventer, le gars qui a dit à échéance je vais racheter Goldman Sachs, le gars qui a dit je vais modifier la manière dont on voit l'argent. Et le jour même, le type s'effondre complètement, ce château de cartes s'effondre. Ils ont dû retirer, bien entendu, sur le Financial Times en vitesse l'interview du plus grand génie de la finance et en même temps le signe de son effondrement total. C'est pas une première d'ailleurs. Il y a un fameux Nobel d'économie qui a été responsable avec la firme qu'il avait. Il a été responsable à l'époque du plus grand effondrement financier sur les marchés, le marché des capitaux aux États-Unis. Je ne vais pas dire son nom je dirais par charité chrétienne. Au-delà du monde des cryptos, l'univers de la finance panique en raison du relèvement des taux d'intérêt par la Fed, la Banque centrale américaine. Pourquoi ? Quand on relève les taux d'intérêt, ça oblige l'État lui-même, quand il emprunte, à payer davantage. C'est-à-dire que ça coûte plus cher à l'État quand il monte les taux d'intérêt. Mais ça veut dire aussi, et c'est là que le problème se trouve, que toutes les obligations qui sont déjà en circulation à ce moment-là et dont le taux est moins élevé, elles perdent de la valeur.
Pourquoi? Parce qu'on peut comparer les nouvelles qu'on va lancer avec, je ne sais pas, du 5% et les anciennes qui rapportent que du 1%. Donc, celles qui continuent à courir à du 1%, elles perdent de la valeur. C'est ce qu'on appelle un crash obligataire. Et quand il y a des signaux dans tous les sens, quand on ne sait pas si la Banque centrale va monter ou faire monter ou faire descendre les taux, ça provoque de la volatilité. Et c'est la volatilité qui avait produit un problème en Grande-Bretagne, récemment au Royaume-Uni, parce que les grands fonds de retraite avaient inventé un système de calcul de comment ils allaient se protéger, se couvrir, comme on dit, et qui est tué quand la volatilité augmente. C'est des choses comme ça. Ce sont tous les mécanismes internes qui sont liés d'une chose à une autre et qui provoquent des catastrophes. Et il faut quand même dire pourquoi les banques centrales font monter les taux d'intérêt quand il y a de l'inflation, quand les choses coûtent plus cher. C'est pour ne pas pénaliser les gens dont les rentiers, dont les revenus sont liés au taux d'intérêt. S'il y a de l'inflation, eh bien, ils vont gagner moins. Il faudrait quand même que les taux d'intérêt soient plus hauts que l'inflation pour qu'ils reçoivent quelque chose quand même. Et ces imbéciles de travailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire quand les prix augmentent? Ils vont demander des augmentations. Et ça fout tout par terre, bien entendu, parce qu'on ne leur demande pas leur avis, mais ils peuvent se mettre en grève, fermer des usines et des trucs comme ça, ce qui est quand même très gênant pour les marchés financiers. Donc, globalement, le relèvement des taux d'intérêt, ça permet aux gens qui sont déjà très riches de ne pas s'appauvrir, et ça appauvrit ceux qui ne sont pas riches. Tu sais bien que la priorité de nos gouvernements, voire la suppression des impôts sur les grandes fortunes, etc., c'est quand même de protéger les plus riches. Et il y a une belle expérience qui a eu lieu récemment en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, justement, avec Madame Truss. Madame Truss a resté très long, c'était 44 jours, je crois, au gouvernement. Elle est devenue Premier ministre et elle a dit on va supprimer les impôts pour les plus riches. C'était très bien pour sa base, comme on dit, pour les gens qui votent pour elle. Malheureusement, toute l'économie, tout le système financier en Grande-Bretagne est dégringolé par ce mécanisme que je viens de dire, ce mécanisme un peu obscur de la manière dont les fonds de retraite se protègent en Grande-Bretagne. Ce sont les marchés financiers qui ont empêché Mme Truss de continuer sa carrière, c'est-à-dire de faire n'importe quoi. Mais on le fait dans la plupart des pays. On sait bien quand même qui dirige les pays. C'est pas les plus pauvres quand même, soyons sérieux. Alors, je vais d'abord poser une question. Est-ce que les licenciements records chez Meta et chez Twitter sont liés à cette politique restrictive en matière de taux d'intérêt? Quels sont les autres secteurs qui peuvent être touchés? C'est la numérisation, on n'a plus besoin on l'a vu avec le confinement, les gens qui travaillent à la maison, le distanciel, on s'est aperçu, on a compris quels étaient les gens qui étaient vraiment indispensables ou non. Je ne dis pas que les gens en distanciel n'étaient pas indispensables. Ceux qui étaient vraiment indispensables, ils ont travaillé 14 heures par jour au lieu des 8 qu'on leur demandait. Mais il y a des tas de gens dont on a vu qu'on n'avait plus besoin et c'est une occasion de le faire. Alors on nous dit oui, mais c'est parce que les gens veulent passer plus de temps avec leur famille, c'est un choix de société, etc. Le choix de société, peut-être, oui, effectivement, si le monde s'effondre entièrement, on a peut-être plus envie de passer du temps avec ses enfants. Mais non, dans des cas comme ça, c'est la numérisation. Tu vois bien, tu fais je ne sais pas, tu vas dans ton courriel, tu regardes, tu fais un message et on te produit la suite de ta phrase. Et tu dois juste cliquer dessus et ça continue comme ça. C'est l'intelligence artificielle, ce sont les développements dans le numérique. On a de moins en moins besoin des gens. Et ça, c'est le rêve du capitalisme, quand même, si on n'a plus besoin des travailleurs du tout. C'est la fête, c'est formidable, d'où la montée en flèche des dividendes. Et comme tu le disais tout à l'heure, les riches sont de plus en plus riches, c'est quand même formidable. Et on arrive à une société complètement en altère, avec une petite barre au milieu qui est les classes moyennes qui ont complètement disparu, et deux grosses boules, une des pauvres d'un côté et une autre grosse boule en termes de revenus, qui est celle des riches de l'autre côté, qui, eux, ça va de mieux en mieux. On a moins en moins besoin des travailleurs, tout ça est automatisé, et on ne comptabilise pas du tout un robot dans la comptabilité comme on le fait avec un travailleur. Le robot, il est là, il est une machine, il est du capital fixe. Et c'est pas un complot des capitalistes, ça. Même Marx disait ça. Même Marx disait qu'une machine, c'est un capital fixe. Bon, il n'aurait pas dû le dire parce que maintenant, ça nous rend un très mauvais service. Christine Lagarde, patronne de la BCE, annonce elle aussi qu'elle poursuivra le relèvement des taux et qu'elle pourrait être amenée à restreindre l'activité économique. Alors là, on se dit, pourquoi la Banque centrale organise elle-même la récession ?
Oui, on peut se poser la question. Ça s'appelle l'austérité, hein, et c'est pas une logique financière. Tu te souviens, un certain John Maynard Keynes, il disait, on doit fixer les priorités en termes des personnes. Et l'argent, eh ben, on l'organisera en fonction de ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous depuis? On laisse pas fonctionner les marchés financiers. Et s'il reste de l'argent, s'il se fait que dans l'industrie il y a de la croissance, eh ben, comme on a dit que de toute manière que le social ça dépendait de la croissance, s'il n'y a plus de croissance, eh bien, on dit pour le moment on ne doit pas faire du social pour le moment. Et si on n'a pas l'argent, pas même pour faire du social, eh ben, on va demander aux gens de faire un petit effort. Les gens, je veux dire les gens normaux, hein, pas les financiers, on va leur demander de faire un petit sacrifice en comprenant bien que la machine économique, c'est pas la machine économique, c'est la machine financière. Ça n'a rien à voir avec les gens normaux comme nous. Alors, quelque part, on avait dit au moment du Covid, à d'autres moments de surchauffe des places financières, que la possibilité d'une crise telle que celle de 2008 était ouverte dans la mesure où effectivement rien n'a changé. La folie spéculative continue et s'est même accélérée, mais on a vu qu'il n'y avait pas eu d'énormes crashs financiers au moment du Covid. Est-ce que finalement, nos univers de la finance mondialisée n'ont pas appris des crises systémiques précédentes, et est-ce que au final, en dépit de tous les dysfonctionnements, la machine ne va pas continuer à fonctionner quand même? Là, on parle d'économie, de la vraie économie. On parle pour le Covid, c'est les chaînes d'approvisionnement. C'était ça la fragilité. C'est le fait que quand il y a une province en Chine qui est le seul endroit au monde où on produit, je ne sais pas, le bitonio machin, le jour où tout le monde est à la maison, où il y a un confinement dans cette province, il n'y a plus de bitonio qui sont disponibles dans le reste du monde. Et quand je dis bitonio, ça peut être des choses absolument essentielles. D'où la politique Covid-0 de la Chine, bien entendu. Ils approvisionnent le monde entier. Nous, c'est une autre histoire. Quand on confine, ben, il y a moins de foulards Hermès qui sont produits, il y a moins de parfums qui est produit, etc. Mais le monde continue à tourner. Quand la Chine doit s'arrêter quelque part, ben, c'est le monde entier qui s'arrête parce que tout le monde dépend des produits qui sont produits là. Donc là, la question, c'était les chaînes d'approvisionnement. Ce n'était pas un problème financier en tant que tel, la Covid. C'est que les gens ne pouvaient pas travailler, c'est qu'on ne pouvait pas mettre des cargaisons dans des avions et des machins comme ça. C'était autre chose. Mais le fait que les marchés financiers aient poursuivi leur expansion alors que l'économie réelle était à l'arrêt, qu'est-ce que ça signifie? On n'aurait peut-être pas pu imaginer un tel scénario en 2008, c'est-à-dire une finance qui ne reflète absolument pas l'économie réelle. Peut-être que nous sommes arrivés à un stade de l'histoire économique où la sphère de la finance est tellement autonomisée que la possibilité d'une crise financière même devient plus basse, parce que l'un dans l'autre, si c'est un jeu autonome, ils trouveront toujours une manière de compenser ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Par exemple, bon, tu as quelque chose, tu le gardes, mais tu vas le mettre en gage. Bon, et l'autre va pouvoir le revendre. Mais c'est-à-dire que tu vas créer, c'est comme ça qu'on crée des masses monétaires, c'est en mettant des choses en gage et qui permettent de dégager de l'argent supplémentaire jusqu'au jour où il faudra rembourser. Alors, on peut faire ça avec des produits financiers aussi. On peut les mettre en gage. Et dans le domaine des bitcoins et compagnie, des gens mettaient des crypto-monnaies en gage alors que ça ne vaut pas un clou, sauf le prix que ça a sur le marché. Mais déjà quelque chose qui est du solide. Son prix sur le marché peut fluctuer de manière extraordinaire. Il ne peut pas tomber vraiment à zéro, mais pour un bitcoin, ça peut tomber à zéro. Et on mettait ça en collatéral, c'est-à-dire en garantie pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un effet de démultiplication. On appelle ça l'effet de levier. Combien d'argent il faut véritablement mettre et combien on peut obtenir par rapport à ça. Et ça, on n'a pas empêché que ça se développe. Est-ce qu'on n'avait pas parlé en 2009 en disant maintenant il faut absolument traiter cette question des produits dérivés, c'est extrêmement dangereux. Est-ce qu'on a changé les règlements sur les produits dérivés? Absolument pas. On a inventé des produits dérivés supplémentaires et on a inventé l'industrie des crypto-monnaies entre guillemets, qui est du pur vent. Il n'y a plus rien même, il y a comme sous-jacent. C'est adossé à absolument rien, comme on dit en termes de finances. Merci beaucoup, Paul. Alors, nous rappelons que notre média est fragile et a besoin de 200 000 euros d'ici la fin décembre pour continuer son aventure. Grâce à vous, nous sommes déjà à plus de 55 000 euros. Continuons, restons connectés aux médias.